Si je viens vous parler aujourd'hui de cette thématique, c'est parce que cette thématique me tient particulièrement à cœur. Je suis une ancienne victime de violences conjugales. C'est l'histoire de mon arrivée à La Réunion il y a 13 ans. Et c'est une de mes priorités du coup de l'URPS Océan Indien Infirmier, de pouvoir sensibiliser tous les professionnels de santé en interpro sur cette thématique et vous transmettre l'importance de votre rôle dans l'accompagnement de ces victimes. Bonjour à tous et à toutes, je suis Anaëlle Briard, la coordinatrice de l'ORVIF. L'ORVIF qui est l'Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes. Et avant d'être à l'ORVIF, dont je vous parlerai un petit peu plus longuement après, j'étais à la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, donc un service de la préfecture. Bonjour, je suis désolé d'être encore là. Donc, je suis Guy Fontenay, je suis président du conseil régional. Donc, je représente le conseil national là pour le coup. En fait, on est en référent pour la région. Le conseil national de l'ordre, comme d'autres ordres d'ailleurs, s'investit pas mal là-dedans. Que ce soit au niveau du dépistage, hein, comme l'a dit, je sais plus ton prénom, excuse-moi, Didier. Voilà, Didier. Au niveau du dépistage, en plus, vous savez très bien que nos patients sur la table, on les soulage, on leur fait du bien et souvent ils libèrent la parole. Donc pour plein de problématiques. Et nous ne sommes pas formés pour la recevoir. Là j'insiste bien aussi là-dessus, je pense qu'il va falloir qu'on travaille en inter-URPS et c'est en train de se faire au niveau du national pour pouvoir justement former, et je me suis rapproché de Cédric tout à l'heure aussi là-dessus, pour essayer de mettre en place des formations communes pour savoir accueillir la parole et réorienter, parce qu'évidemment on n'a pas la prétention de prendre en charge au niveau du soin ces personnes-là. Mais comme pour les addictions, comme pour plein d'autres choses, je l'ai dit, et tu l'as dit, et merci, on est une profession essentielle dans le repérage. Alors, très bien, si vous voulez bien, au cours de cette intervention, on la déroulera en 3 points. Dans un premier temps, on vous présentera ce que sont les violences intrafamiliales, ce que sont les violences conjugales sur le plan légal, comment elles se manifestent, reconnaître les différentes formes et les différents mécanismes de violence pour que vous, en tant que professionnels, soyez mieux à même de pouvoir les repérer et les identifier. Dans un second temps, je vous présenterai quelques chiffres à la fois nationaux et locaux pour que vous puissiez saisir l'ampleur du phénomène sur notre territoire. Et enfin, dans un troisième temps, alors vous parlera plus précisément de votre rôle dans le repérage, l'accueil et l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales et conjugales, où elle insistera sur les questionnements systématiques et finalement le lien avec l'intervention juste avant. Donc, je vais utiliser ça. Donc, alors pour vous parler de l'ORVIF en quelques mots, l'Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes, on est porté par le Centre de ressources et de cohésion sociale et urbaine de La Réunion, mais on a une convention de partenariat avec la DRDFE que je mentionnais juste avant. On intervient sur 4 axes principaux, donc un premier sur l'observation et l'analyse statistique, où on va collecter avec nos partenaires institutionnels et associatifs des indicateurs de prise en charge, donc ça va être par exemple le nombre de dépôts de plainte, le nombre d'affaires traitées par les tribunaux, les femmes qui sont accueillies par les associations, donc tout un faisceau d'indicateurs pour in fine éclairer l'action publique en la matière. Un deuxième rôle d'information et de sensibilisation, d'où notre présence aujourd'hui. Un troisième axe de travail sur la mise en réseau des acteurs, donc de manière interdisciplinaire pour créer une culture commune de prise en charge, et enfin un rôle d'information et de sensibilisation du grand public, notamment via notre site internet ou des outils dont on vous parlera un petit peu plus tard. Alors, sans plus tarder, les violences au sein du couple, les violences intrafamiliales, de quoi parle-t-on ? Donc, il faut savoir que les violences conjugales sont différentes des conflits conjugaux, sont de nature totalement différente, puisqu'un conflit peut subvenir dans tout type de relation, et le conflit va bien cristalliser une opposition sur un sujet ou un objet en particulier, en mettant en présence 2 personnes qui sont sur un même pied d'égalité, qui sont capables d'exprimer l'une et l'autre leur opinion et de faire valoir leur point de vue. Au contraire, les violences conjugales sont déclenchées par l'auteur sur n'importe quel prétexte, dans un but de réaffirmer sa domination et d'asseoir un pouvoir de domination de manière immuable. Pour reprendre les mots du docteur psychiatre Laurent Coutenceau,
qui définit très bien la différence entre conflit et violence. Il dit qu'un conflit est un mode relationnel interactif basé sur un désaccord ponctuel auquel il faut trouver une solution, alors qu'au contraire, les violences conjugales le propre des violences conjugales est de refuser de placer l'autre sur un pied d'égalité et de nier sa qualité de sujet. Donc, vous l'aurez compris, les violences conjugales ne peuvent être considérées comme des violences ordinaires. Elles sont j'ai pas l'habitude de parler devant autant de personnes, mais je disais que oui, elles ne peuvent pas être considérées comme des violences ordinaires en raison du lien affectif qui lie d'une part l'auteur et d'autre part la victime, qu'il s'agisse de couples mariés, de couples pacsés, en union libre ou même divorcés, à partir du moment où il y a un lien relationnel qui lie deux personnes. Donc ces violences sont interdites et punies par la loi, caractérisées à minima par un délit ou un crime en fonction du type de violence commis. Et donc voilà, comme je disais, elles constituent une circonstance aggravante. Ensuite, pour vous parler des formes de violences conjugales, ce qu'on peut dire, et des violences intrafamiliales aussi de manière générale, c'est que ces types de violences touchent tous les milieux, qu'elles ne sont pas l'apanage d'un groupe économique ou social en particulier, et qu'il y a encore moins un profil type de victime, bien que certains moments, certains passages de fragilité ou de vulnérabilité dans la vie constituent des facteurs de risque. Mais comme vous pouvez le voir avec ce schéma, les violences intrafamiliales et conjugales sont enchevêtrées, s'imbriquent, et on peut distinguer plusieurs types de violences conjugales. Donc, on a cette idée très répandue que les violences conjugales sont majoritairement physiques, donc avec par exemple des coups, des brûlures, mais finalement ce n'est pas la forme de violence la plus répandue. Au contraire, les violences psychologiques qui en fait sont tout un tas d'attitudes comme de l'humiliation, du chantage, du dénigrement, qui vont renvoyer à la victime une image d'incompétence, de nullité, et in fine entraîner une perte de confiance en elle, de l'isolement, de la honte, sont beaucoup plus répandues qu'on peut l'imaginer. Ensuite, des violences qu'on n'imagine pas forcément relevant de violences conjugales, c'est par exemple le fait que l'auteur confisque à la victime ses papiers. Donc ces papiers, ça va être par exemple pour une personne étrangère son titre de séjour ou la carte d'identité. En fait, ça va déposséder la personne de ses droits et l'auteur de cette façon va dire non, tu n'existes plus, tu n'as plus le droit d'exister, c'est moi qui te contrôle. On a ensuite des violences qu'on pourrait caractériser d'économiques, donc par exemple le fait d'interdire à la victime de travailler, de contrôler ses dépenses, de supprimer ses moyens de paiement, sont tout un tas de facteurs qui vont aussi déposséder la victime de son autonomie financière. Enfin, pour parler par exemple des violences sexuelles, ce sont des violences qui sont les plus cachées parce qu'elles se déroulent dans la sphère intime. Et c'est les violences dont les victimes auront peut-être le plus de mal à parler ou même à conscientiser, puisqu'elles vont s'imaginer que les relations sexuelles sont un devoir conjugal ou sont reliées avec le mariage. Or, le viol conjugal est reconnu depuis les années 90 comme une circonstance aggravante. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que les violences conjugales et les violences intrafamiliales se déroulent de manière cyclique. Alors, on a bien 4 phases distinctes qui s'enchaînent et se cumulent. Alors, avec une première phase, je ne sais pas si vous voyez si les écritures sont assez grosses, mais où il va y avoir un premier climat de tension avec une accumulation de tension pour des raisons internes, externes, avec par exemple le travail où ça ne va pas, des enfants que l'auteur n'arrive plus forcément à supporter. À partir de là, l'auteur va montrer les premiers signes d'agression. On peut déjà parler de violence conjugale et non plus de conflit. Puis il y aura une escalade de la violence jusqu'à une situation de crise où la violence va exploser, donc de manière différente suivant les différentes formes de violence conjugale qu'on vient de voir juste avant. Et dans cette phase-là, la victime va être en état de sidération. Puis dans la troisième phase, la phase qu'on peut appeler de justification, là où l'auteur va chercher à culpabiliser la victime doublement, il va lui faire comprendre en fait que c'était de sa faute et qu'elle n'a rien fait pour pouvoir arrêter cette
phase d'escalade de la violence. Donc il y a vraiment un transfert de la responsabilité qui se fait sur la victime. Et ensuite, dans la phase de lune de miel, ça va être une situation de retour à la normale. L'auteur va s'excuser, va promettre de ne plus recommencer ses actes. Et à ce moment-là, c'est vraiment très compliqué pour la victime puisqu'elle retrouve la personne qu'elle connaissait avant. Ce qui s'est passé avant est complètement effacé. Et en fait, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ces cycles peuvent durer 1 an, des mois, ça peuvent être de manière plus ou moins rapprochée, mais plus les phases s'intensifient, plus elles s'enchaînent, et plus la violence va être importante, et la phase de lune de miel va disparaître, puisque l'auteur n'aura plus besoin de ce moment-là pour garder la victime en situation de dépendance. Et vous, en tant que professionnel de santé, ça peut être la phase assez critique, puisqu'en fait, dans cette phase-là, la victime va revenir au domicile, va par exemple retirer sa plainte, et les professionnels sont désarçonnés de ce comportement et refusent parfois d'intervenir, mais c'est bien, c'est important de garder à l'esprit qu'il ne faut surtout pas abandonner les victimes à ce moment-là. Maintenant, pour vous parler de quelques chiffres, alors, selon l'enquête cadre de vie et sécurité qui est menée par l'INSEE avec l'Observatoire de la délinquance, chaque année, en moyenne, en France, en métropole, ce sont 213 000 femmes âgées de 18 à 75 ans qui sont victimes de violences conjugales physiques et ou sexuelles par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Seuls 18% d'entre elles ont déposé plainte. Si maintenant on s'intéresse aux morts violentes qui ont lieu au sein du couple, donc en 2021, les chiffres viennent de sortir, ce sont 122 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou leur ex-conjoint, donc c'est une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente, et ce qui porte au total le nombre de victimes à 143 hommes et femmes confondus. Et en fait, ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que le passage à l'acte a lieu lors de disputes dans 22% des cas et de séparation, l'annonce de séparation non acceptée dans 19% des cas. Les enfants aussi sont victimes de violences conjugales et non plus témoins, comme on le disait avant. Il y a un décret qui est paru l'année dernière qui consacre le statut de l'enfant comme victime, puisque par exemple, dans le cas de mort violente au sein du couple, dans 17% des cas, les enfants étaient présents sur les lieux. 12 d'entre eux ont été tués par l'un de leurs parents et 105 enfants sont devenus orphelins consécutivement à des morts violentes au sein du couple dans 50 affaires. Maintenant, à La Réunion, les chiffres à avoir en tête, l'année dernière, il y a eu 3 féminicides, donc 3 femmes qui sont mortes sur les coups de leur conjoint, et ce sont 2682 femmes qui ont déposé plainte aux forces de l'ordre, ce qui représente 7 femmes par jour, et même plus de 7 femmes par jour, précisément 7,3, qui en moyenne vont déposer plainte en commissariat de police et de gendarmerie, contrairement en 2015 où c'était uniquement 5 femmes par jour en moyenne. Voilà ce que je peux vous dire sur les chiffres, et les associations ont accompagné à peu près 2000 femmes. Merci, je laisse la parole à Anne. On peut voir effectivement l'ampleur du phénomène. Malheureusement, plus les années avancent et plus le phénomène s'accentue. J'aimerais insister sur votre rôle dans le repérage, l'accompagnement et la prise en charge de ces victimes. Pourquoi aujourd'hui il est nécessaire que vous vous investissiez dans cette problématique, c'est que les chiffres montrent que 30% des révélations se font auprès d'un professionnel de santé. Alors 30%, je vais rejoindre mon collègue de Saomé tout à l'heure. Oui, mais qu'est-ce que vous en faites? On est d'accord? On n'est pas formé, on ne sait pas quoi en faire. Faire le repérage, le dépistage systématique, d'accord, mais pour aller où après? Comment on peut aider les victimes? Alors on va essayer de simplifier les choses pour que ça soit clair, ce qu'on attend dans votre rôle face à ce phénomène. En premier, je dirais que le prérequis simple de chaque soignant pour avoir une alliance thérapeutique, c'est de poser un climat de confiance, d'écoute, d'aide. C'est ce qu'on fait déjà spontanément avec chacun de nos patients. Ensuite, vous pouvez vous permettre de poser les questions une fois que vous connaissez votre patient. Je vais revenir sur chacune des étapes. C'est assez compliqué comme exercice parce qu'on pourrait passer 1 heure sur chacune des étapes, voire 2 heures sur chacune des étapes pour vous donner vraiment des cordes à votre arc.
Donc poser la question, c'est essentiel. Si on ne pose pas la question, on ne peut pas savoir. Il ne faut pas avoir peur. Le but aujourd'hui, c'est on dépiste, on évalue la douleur. Il faudrait faire de même avec les violences. On se bat pour qu'à l'hôpital, la question des violences soit posée à chaque patient systématiquement. Ce qui est important ensuite, la victime, quand elle est sous emprise, elle pense qu'elle est responsable. Elle pense que c'est à cause d'elle que son auteur l'a tapée. Donc il faut réaffirmer que les violences sont interdites par la loi et que la seule responsabilité est à l'auteur, mais pas à la victime. La victime, elle n'y est pour rien. C'est pas parce qu'elle s'habillait en robe que c'est une pute et qu'elle a besoin qu'on la malmène parce que c'est pas normal que sa femme s'habille en robe. Ça commence par là. Ne pas accepter les premiers signes. Ensuite, ce qu'on attend d'un professionnel de santé, c'est qu'il évalue les risques encourus. Et là, on va parler en termes de risques. Parce que, comme Anaëlle l'a dit, malheureusement, les féminicides arrivent au moment de la séparation. Et on pense en tant que soignant qu'il faut pousser sa patiente à se séparer. Or, c'est quand elle se sépare qu'elle est le plus en danger. Donc il faut l'avoir en tête. Et vous avez ce devoir de protection qui est fixé par notre code de déontologie, plutôt un devoir d'assistance à personne en danger. Donc comment on évalue, on va le voir. Et puis ensuite, notre rôle est d'apporter de l'information, du conseil, et de pouvoir les orienter. Donc on va essayer de détailler les étapes les plus clés. Dans le repérage systématique, comment le faire simplement? Poser la question, avez-vous déjà été victime de violence? Êtes-vous encore victime de violence aujourd'hui? Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur de votre conjoint? Comment ça se passe quand votre conjoint n'est pas d'accord avec vous? Des choses toutes simples, à la portée de tout le monde. Et ensuite, rassurer. La patiente peut pleurer, peut se sentir coupable, peut avoir honte. L'emprise donne un sentiment de culpabilité. Donc rassurer en disant « mais vous n'y êtes pour rien ». C'est l'auteur qui est responsable. Les violences sont punies par la loi. Et moi, je suis là pour vous aider. D'accord. On finit, peut-tu vous asseoir? C'est trop court. J'allais très vite. J'arrive. Voilà. Alors, du coup, comment on évalue les signes qu'on rencontre comme étant des signes de gravité? Ce qui est important, Anaëlle vous a parlé du cycle de la violence. Si ce cycle de la violence augmente au niveau de la fréquence et de l'intensité, qu'il n'y a plus de lune de miel, c'est un facteur de gravité, il risque d'y avoir un passage à l'acte. S'il y a la présence d'une arme à domicile, c'est un signe de gravité. S'il y a eu des menaces de mort déjà formulées, ça témoigne d'un potentiel passage à l'acte. Donc c'est important d'identifier s'il y a des facteurs de gravité. S'il y a une addiction, l'addiction est souvent présente dans les violences intrafamiliales, c'est aussi un facteur de gravité. Sous alcool, les gens se souviennent parfois plus de ce qu'ils font. Pour la victime, les facteurs de gravité, c'est la grossesse. Il faut savoir que, essentiellement, les violences se déclenchent au moment de la grossesse. C'est ce que j'ai moi-même subi. Les violences conjugales ont commencé alors que j'étais enceinte de 5 mois et demi. J'ai eu des marques sur tout le corps, sauf le ventre. Des cocards à chaque œil, des bosses à la tête, des bleus aux bras, aux pieds. Et le ventre était resté indemne. C'est quelque chose qui se passe dans beaucoup de cas. Protéger les femmes enceintes. L'isolement social, la dépression, le handicap constituent aussi un facteur de gravité. Et ne minimisez pas la présence des enfants. Un enfant témoin est un enfant victime de violence. Un enfant témoin est un enfant qui souffre. Ah oui, j'ai oublié juste de vous parler de que faut-il faire quand il y a un risque encouru grave que vous mesurez comme un potentiel passage à l'acte. Vous pouvez faire un signalement au procureur. Depuis 2 ans, la loi du 30 juillet 2020 vous autorise à déroger au secret professionnel pour faire un signalement au procureur si vous évaluez une situation comme représentant un grave danger pour la victime. N'hésitez pas à faire des signalements au procureur, vous êtes dans votre droit. Vous protégerez la victime ainsi et ça permettra de déclencher derrière des situations d'hébergement en urgence, des solutions de mesures de protection et même un réseau d'accompagnement juridique, judiciaire et associatif qui peut se mettre en place pour entourer la patiente et l'accompagner dans la problématique qu'elle rencontre. Dans une autre mesure, vous pouvez faire aussi une attestation clinique. Tous les paramédicaux ont cette possibilité. Autant pour le signalement, vous pouvez signaler au procureur de la République, autant pour l'attestation clinique, vous ne pouvez
y déroger si le patient vous demande. Vous avez l'obligation de remplir une attestation clinique si un patient vous le demande. Ça permet d'obtenir une mesure de protection. Comment je fais mon attestation clinique? Il y a des modèles sur le site de l'Ordre, sur le site arrêtonslesviolences.gouv. L'attestation se rédige sans jugement. Je constate que la victime déclare « Vous ne mettez pas de jugement de valeur ». C'est très important de lui transmettre l'attestation et de pouvoir garder un double dans votre dossier de soins. Pour terminer, la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales repose sur plus de 150 acteurs mobilisés. Vous pouvez voir que toute la partie bas est le domaine sanitaire et médico-social. Si la victime a besoin de soins, vous l'envoyez aux urgences. Si elle a besoin de déposer plainte, vous l'envoyez à l'UMJ, l'unité médico-judiciaire ou à l'IML. Vous pouvez vous-même la prendre en charge en tant que professionnel de santé et l'accompagner. Ce qu'on attend de vous, c'est d'ouvrir un espace de parole pour mesurer ce qu'elle vit et quelle est sa priorité. Une victime vous dira toujours ce dont elle a besoin si vous lui permettez de s'exprimer. Et vous voyez que c'est un trio santé, police, sécurité et justice. La prise en charge de ces victimes repose sur ce triptyque. Sans l'intervention de la justice, de la sécurité et du côté sanitaire et médico-social, les victimes auraient du mal à s'en sortir de ces situations de violence. Pour vous terminer, voici les ressources bibliographiques. La HAS a fait un gros guide de plus d'une centaine de pages pour vous accompagner dans le repérage et l'accompagnement des victimes de violences conjugales. La MIPROF est une instance nationale qui a organisé des outils pour vous aider dans la prise en charge de ces violences. Le kit ANNA est parfaitement bien fait. C'est une consultation de 7 minutes. Ça ne prend pas plus de temps de repérer les violences. Et vous allez faire gagner du confort à votre patiente et du confort dans vos prises en charge. Juste le mot de la fin. L'URPS Infirmiers Océan Indien a fait une série de podcasts, Les soignants face à la violence, qui décline le rôle de tous les acteurs qu'on a pu voir dans le rond. Le premier épisode, c'est la seule fois où on m'entend, c'est le témoignage de mon histoire de vie qui permet le repérage et où il y a tous les signes décrits par Anaëlle sur le cycle de la violence, les différentes violences. Le deuxième épisode, c'est sur accompagner à porter plainte, accompagner à révéler les violences avec la justice. Le troisième épisode, c'est sur la prise en charge hospitalière avec le rôle de l'IML. Le quatrième épisode, c'est sur la reconstruction et les conséquences du psychotrauma et de l'emprise sur les patients. Et le mois prochain, c'est l'épisode sur la prise en charge des auteurs qui va sortir. Je vous invite à écouter, c'est disponible sur SoundCloud et sur Spotify. Vous tapez Les soignants face à la violence et vous le trouverez. Merci. J'ai une question. Alors, un peu à la bourre, mais juste une question très rapide. Si on est témoin direct d'une violence, c'est-à-dire si par exemple il y a une patiente qui te raconte que sa fille est victime de violence de son conjoint, c'est quoi l'attitude à faire? Parce que c'est pas ton patient direct. Et puis qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Alors oui, c'est vrai qu'on n'avait pas le temps, mais Anaëlle a apporté des outils qu'on vient de prendre pour chacun d'entre vous. Il faut diriger vers une ISCG, une intervenante sociale de gendarmerie et de commissariat qui a tous les liens vers les structures d'hébergement d'urgence, qui va pouvoir accompagner à porter plainte. Je peux lui laisser 20 secondes pour présenter ça. Alors, donc, je parle très rapidement, c'est un flyer qu'on a créé avec Leur Vie, où vous, ça peut être utile pour vous en tant que professionnel ou même à transmettre aux victimes, où là vous avez sur la page interne le contact des associations qui sont des ressources justement pour les victimes de violences conjugales. Vous avez les intervenants sociaux en commissariat de police et de gendarmerie dont vient de vous parler Anne-Laure, qui sont des travailleurs sociaux qui vont accompagner dans toutes les démarches de dépôt de plainte, mais tout ça pour dire qu'on vous laissera les outils. Donc on a celui-là version flyer et en petite carte beaucoup plus condensée et simple à cacher pour la victime. Mais en tant que témoin, voilà, vous pouvez orienter vers d'autres numéros si vous-même vous ne vous sentez pas compétent. Comme le disait Anne-Laure, le principal est d'accueillir la parole, d'accueillir la situation et ensuite de réorienter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez compris, c'est un sujet vraiment important. Les ordres se sont mobilisés là-dedans, l'URPS, infirmier aussi, j'imagine que tous les URPS, et on va essayer de mutualiser un tas de choses, notamment pour mettre en place des formations sur savoir recueillir la parole. Ça me paraît
Ça me paraît primordial, parce que nous ne sommes pas formés, hein, disons, que ce soit pour les addictions, un sujet peut-être moins dramatique dans un premier temps, mais il est tout le temps sur la voie. Juste une précision aussi pour les mineurs, ça c'est la fameuse loi en fait SIAPA, hein, qui fait que avant il fallait avoir le consentement de quelqu'un de majeur pour pouvoir le signaler, aujourd'hui ça n'est plus le cas. Et pour les mineurs c'est la même chose. Si vous avez sur votre table un enfant qui est un petit peu trop d'hématomes, voilà, savoir poser les questions, savoir orienter, et là vous pouvez directement, tu l'as signalé, sur l'ordre, vous allez trouver, sur tous les ordres d'ailleurs, hein, vous allez trouver des fiches simplifiées de déclaration et de signalement. Il faut les utiliser, s'il vous plaît. C'est vraiment un problème de santé publique et ça fait partie de nos missions également. Alors je vais aller très très vite, puisque tu as parlé de la très vite, non mais vraiment très vite, puisque de toute façon vous allez tout avoir, hein, je pense que vous allez avoir accès sur toutes les projections. L'ensemble des diaporamas. Donc je vais vraiment accélérer, juste pour vous dire qu'il y a déjà eu une enquête qui avait été faite aussi avec la MIPROF par rapport aux professionnels, en tant que professionnels étudiants déjà. On en entend beaucoup parler aussi, hein, des violences qu'il peut y avoir sur les étudiants au cours des stages, dans les services. Les codes ne sont plus les mêmes, hein, je tiens à préciser ça aussi par rapport au niveau des générations. Je suis aussi investi dans une association contre les violences sexuelles, et je peux vous assurer que les codes ne sont plus les mêmes du tout. Donc il faut savoir s'adapter en fonction de nos générations. Donc je vais aller très très vite. Donc il y avait une enquête qui avait été faite par un groupe de travail qui comprenait justement la MIPROF, le ministère, les fédérations d'étudiants, 2 instituts de formation, et avec des questions. Et pour revenir justement sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le questionnement, en fait, savoir poser les bonnes questions. Donc au niveau des masseurs kinésithérapeutes, ça je crois que c'est les étudiants, hein, voilà, ah non, c'est les étudiants, c'est les kinés en activité, ouais, t'as fait l'autre, t'as coupé, c'est bien. Donc c'est pour les étudiants en activité, vous voyez que 88% exercés en activité libérale, avec un panel assez hétérogène, puisque un tiers avait plus de 10 ans d'expérience, donc on peut aussi réagir par rapport à l'âge potentiel du praticien, un tiers entre 10 et 20 ans d'exercice, et un tiers de plus de 20 ans. Et 91% ont bien dit qu'ils n'étaient pas formés sur les violences intrafamiliales. Ça c'est quelque chose qui a été omis, je ne sais pas si aujourd'hui dans les IFM cadre on aborde un peu plus, mais ça nécessite de le faire. 91% ne sont pas formés sur les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les mutilations sexuelles féministes, les mariages forcés, etc. Alors que plus de 83% souhaitent être formés. Et nous, ça a des retombées sur pathologiques, vous n'êtes pas sans le savoir. Hein, voilà, le corps parle. Donc ça peut nous amener aussi à améliorer certains soins si cette parole peut être libérée. Donc l'obstacle majeur justement au repérage, c'est l'absence de formation, notamment sur savoir recevoir la parole. C'est primordial, puisque si on la reçoit mal, et si on ne s'est pas réorienté, on a déjà perdu énormément de l'efficacité. Donc il y a quand même des questionnements qui sont faits. Plus de 50% des kinés repèrent des victimes. Alors soit dans 50% des cas, ils vont révéler spontanément les violences subies, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on soulage le patient, il libère la parole. Donc ça peut être très pertinent aussi je répète, de savoir la recevoir et de réorienter. Je passerai très vite parce que vraiment on est un petit peu en retard. Dans la pratique professionnelle, c'est la même chose. Beaucoup de praticiens ont fait le rapport entre les violences et justement les effets sur le corps. Donc vous lirez tout ça. Vous allez voir qu'une enquête avait déjà été faite. Tu as mis, c'est dommage que là-dessus, mais tu peux mettre sur à disposition aussi pour les étudiants. Voilà. Sur le référentiel, il y aura absolument tout. Voilà, d'accord. Parce qu'il y a aussi une enquête faite sur les étudiants qui est assez intéressante de voir qu'aujourd'hui, on banalisait certaines choses pour les anciens dans nos études, surtout dans les professions de santé, qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Donc attention, et dans les pratiques également en cabinet, bon, ça pourrait être aussi le sujet d'une intervention, l'ordre s'engage beaucoup aussi pour une relation saine et sécurisée par rapport aux patients. On a des techniques, quelquefois, qui peuvent porter à confusion. Donc voilà, à méditer, et on reviendra là-dessus, en tout cas au niveau des ordres. Merci à vous.